Monsieur l'ambassadeur du Mexique, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, chère Samantha Besson. La question de la loi et du droit se fait jour dès l'origine des civilisations humaines. Comment vivre ensemble sans règles acceptées par toutes et par tous? Dans l'Antiquité, on évoque souvent les dieux pour garantir un système juridique. Mais ces lois s'appliquent au peuple lui-même, voire au peuple qu'on a soumis et qu'on contrôle. Alors comment imaginer des lois ou un droit qui s'appliquent à différents peuples et qui soient respectés par eux? On observe l'émergence des traités de non-agression, comme par exemple le traité de Kadesh entre le pharaon Ramsès II et les Hittites au XIIIe siècle avant l'ère chrétienne. Mais c'est des traités. Bien que les Romains aient ensuite inventé le concept de jus gentium, il faut attendre des théoriciens comme Alberico Gentili ou Ugo Grotius pour qu'émerge la théorie d'un droit international, dont on trouve une première mise en œuvre dans la paix de Westphalie. Mais le modèle dit westphalien conçoit l'ordre juridique mondial comme un système contractuel, dont les unités de base sont les États-nations. Or, ce modèle westphalien, ou paradigme westphalien, qui a dominé le droit international depuis le XVIIe siècle, ne répond plus à l'état présent du monde. Il n'a cependant jamais été remplacé par un autre, et on peut qu'être frappé au contraire par le grand désordre des idées qui règnent en ce domaine. À rebours du courant post-étatique, l'actualité récente a vu ressurgir sur la scène internationale différentes variantes d'une réaffirmation véhémente des souverainetés étatiques et de la nation Great Again, qui s'accompagne de la dénonciation des traités antérieurement signés et de la remise en cause de la légitimité des organisations internationales multilatérales. La crise sanitaire que nous vivons actuellement a également fait apparaître des réactions nationalistes, la dénonciation d'organisations transnationales et l'incapacité de se mettre d'accord sur une gestion internationale de la crise sanitaire. L'inauguration de la chaire « Droit international des institutions » que nous célébrons ce soir par la leçon inaugurale de Samantha Besson montre la nécessité de reprendre ce travail sur le droit international qui s'inscrit dans une longue tradition d'enseignement au Collège de France depuis le XVIIIe siècle. Je ne vais pas vous faire la liste, mais quand même récemment jusqu'aux chaires occupées par René-Jean Dupuy, puis Mireille Delmas-Marty. Nous avons trouvé la collègue idéale pour reprendre cet enseignement et ces recherches en la personne de Samantha Besson, une des meilleures spécialistes mondiales du droit international. Depuis 2005, elle est professeure à l'Université de Fribourg, en Suisse. Elle est très active sur le plan international. Elle travaille régulièrement pour l'Académie de droit international à La Haye et elle est régulièrement invitée auprès des universités du monde entier. Elle est l'auteure d'une très vaste bibliographie ainsi qu'éditrice de plusieurs ouvrages qui ont fait date en philosophie du droit international et ont permis de renouveler la discipline, comme The Philosophy of International Law ou encore The Oxford Handbook on the Sources of International Law. Sa chaire, si j'ai bien compris, a pour projet l'analyse critique et la réforme de l'ordre institutionnel international dans son ensemble. Le moment ne pourra pas être mieux choisi pour ce projet, tant une remise à plat institutionnelle est devenue nécessaire à l'échelle mondiale. Nous vivons actuellement une époque charnière quant à l'ordre international qui semble se désagréger. Les liens entre les États et les institutions internationales, publiques et privées, sont souvent flous et peu définis. Il est donc devenu urgent de poser la question institutionnelle en droit international. C'est à ces questions que se consacreront les enseignements et recherches de la chaire de Samantha Besson. Aujourd'hui, les grands défis climatiques, sanitaires, technologiques et d'autres se posent à l'humanité tout entière. Relever ces défis requiert, entre autres, la création ou au moins la réforme d'institutions internationales à même d'adopter des mesures communes et un droit commun.
Samantha Besson possède la qualité rare pour une juriste internationaliste de ne pas seulement s'intéresser au droit public, mais aussi au droit privé, notamment des contrats de la responsabilité civile. C'est en fait son intérêt pour l'égalité qui l'a mené très tôt à travailler la distinction public-privé en droit national, européen et comparé, et à suivre sa progressive érosion dans la tradition occidentale depuis quelques décennies. Samantha Besson mettra ses différentes expertises au service d'un travail plus transversal et complet sur la continuité de la représentation juridique et politique par les institutions multiples, en tant public que privé, du droit international. Sur un plan méthodologique, si Samantha Besson a depuis longtemps recours au droit national, européen et international comparé, il propose d'en élargir l'horizon au-delà des droits européens et occidentaux, de manière à assurer un travail comparatif aussi universel que prétend l'être l'autorité du droit international. Et elle contribuera, je suis sûr, à placer ou replacer le droit comparé au cœur des sources concertées d'un droit international qui puisse véritablement prétendre à être commun. Samantha Besson va commencer ses recherches, toujours si j'ai bien compris, par le droit de la responsabilité internationale, et notamment l'étude du devoir de vigilance. Outre la question très intrigante de la justification d'un tel devoir transnational dans l'ordre institutionnel international, ce thème soulève de nombreuses questions très actuelles et pourtant non résolues en droit international de la responsabilité, et notamment en droit international de l'environnement, des droits de l'homme, ou encore de la réglementation de la cybersécurité, et sans doute aussi maintenant en droit sanitaire. Chère Samantha, ton élection constitue un enrichissement important pour le Collège de France, pour l'Institut du monde contemporain, mais aussi pour d'autres instituts et chaires. Tes recherches et ton enseignement vont ouvrir la voie à un nouveau travail en études juridiques européennes, ce qui vient à point nommé en cette période si difficile, non seulement pour l'Union européenne, mais aussi pour la France et l'Europe dans le monde. Je te souhaite un cordial bienvenue au Collège de France. Nous nous réjouissons de t'entendre, même dans des conditions un peu particulières, mais ce sera suivi très largement par beaucoup de gens qui t'écouteront maintenant. Merci. En 1516, quelques années avant de fonder le Collège de France, François Ier conclut le traité de Fribourg, dans la ville du même nom, en Suisse. Ce traité, mieux connu sous le nom de traité de paix perpétuelle, lie la France aux 13 cantons qui constituent la Confédération helvétique d'alors. Si ce traité, d'ailleurs seul traité de Fribourg que connaisse le droit international, y est conclu, c'est qu'à l'époque, le canton de Fribourg est le lieu d'origine de nombreux mercenaires, monnayant leurs services aux princes européens. En cette période de quasi-sécession entre cantons confédérés, ce canton bilingue est aussi devenu l'intermédiaire politique privilégié de la France. Renouvelé en 1521, le traité de Fribourg aura garanti la paix entre nos deux pays et dans la région durant près de 2 siècles. Aujourd'hui, l'histoire populaire ne retient toutefois de cette période qu'une victoire militaire, celle de Marignan. Pourtant, si la bataille de Marignan est désormais commémorée comme une victoire, des deux côtés de la frontière franco-suisse d'ailleurs, c'est bien parce que le droit international a fait son œuvre. Il aura permis aux deux parties de construire ce qui, par la force du droit international, transforme même les perdants en vainqueurs, un ordre institutionnel régional à même de leur garantir paix et prospérité. Pour la Suisse, le traité marque le début de sa neutralité en droit international, mais surtout de son autonomie diplomatique. Il contribue donc à l'instituer en tant qu'État et orchestre ses premiers pas sur la scène internationale. La France, quant à elle, en retire l'exclusivité du mercenariat suisse et le contrôle, au moins partiel, du territoire milanais tant convoité.
À la lumière de l'importance pour nos deux pays de ce traité international du XVIe siècle, il est réconfortant que ce soit par l'entremise d'une Suissesse, officiant à l'Université de Fribourg de surcroît, que le droit international revienne aujourd'hui au cœur des enseignements du Collège de France. L'on pourrait aussi, bien sûr, sourire à l'idée que ce haut lieu de l'humanisme, créé par François Ier, s'ouvre, même si ce n'est pas la première fois, bien sûr, aux Suisses que Machiavel décrivait comme étant sans humanisme. Mais comme me l'a rappelé Patrick Boucheron avec sa délicatesse, Machiavel signifiait ainsi sa grande admiration au citoyen soldat suisse, un citoyen resté à l'écart d'une culture élitaire fondée sur l'individualisme humaniste. Excellences, Monsieur l'administrateur, chers et chers collègues, chères équipes du collège, chères familles, chers amis, mesdames, messieurs, ne vous méprenez pas à l'écoute du traitement en apparence léger que je viens de faire des belles heures de l'histoire internationale de nos deux pays. En cette fin d'année 2020, l'heure est grave pour le droit international. S'ajoutant aux crises climatiques, sécuritaires, économiques puis migratoires qui se succèdent depuis le tournant du millénaire, la crise sanitaire mondiale que nous traversons vient encore une fois de le confirmer. À bien des égards, en effet, les difficultés auxquelles le droit international est aujourd'hui en proie sont malheureusement aussi importantes que les attentes qu'il suscite. Et je n'en citerai que trois. Premièrement, le rejet croissant par les populations, ou du moins par les gouvernements du monde, d'un droit international perçu, selon les perspectives, comme un résidu de l'impérialisme occidental, comme le reflet d'une logique technoscientifique à la solde du marché global ou désormais de quelques empires mercantiles, voire encore et tout simplement comme un droit étranger et donc non démocratique. Deuxièmement, la paralysie grandissante des organisations internationales pourtant destinées à régler les nombreux problèmes qui dépassent les frontières nationales dans un monde globalisé, et c'est lié l'incapacité des États à conclure des traités multilatéraux dont le rôle de coordination est progressivement assumé par des normes transnationales dites souples ou douces, mais dont la souplesse ou la douceur cache surtout l'absence de tout contrôle politique. Et enfin, troisièmement, l'irresponsabilité en apparence chronique et programmée de certains États, organisations internationales et entreprises multinationales qui règnent sur le plan international, irresponsabilité encore accrue par une justice internationale facultative et le jeu des immunités souveraines. Dans ces circonstances, l'inauguration ce soir en cette enceinte ouverte à toutes les personnes et à tous les savoirs, d'une chaire consacrée spécialement à l'étude du droit international des institutions, peut être perçue comme la triste confirmation de l'état du droit international. Elle est aussi, et ce sera mon projet, le signal d'un formidable espoir. Contrairement à certains de mes ancêtres mercenaires, je ne me présente pas ici devant vous en service capitulé et ne m'apprête pas à risquer ma vie pour quelques écus. Mais l'honneur que vous me faites, chers et chers collègues, en m'accueillant sur cette chaire, n'en est pas moins impressionnant. Je ne saurais trop vous dire ma gratitude pour la confiance que vous me témoignez, mais aussi mon anxiété face à cette lourde responsabilité. Fort heureusement, je ne serai pas seule pour y faire face. J'aurai le privilège de pouvoir marcher dans les traces d'illustres prédécesseurs. Le droit est certes absent des enseignements des lecteurs royaux des premières années. Il ne fait son entrée au Collège de France qu'en 1612, avec la création d'une chaire de droit canon. Il s'y maintiendra cependant ensuite durant près de 4 siècles et sans discontinuer, à l'exception d'une interruption entre 1919 et 1979, et non 1979, sur laquelle je reviendrai plus tard. En fait, l'histoire de l'enseignement du droit au Collège de France est à bien des égards aussi celle du droit international. C'est en effet à la tradition humaniste du Collège qu'on doit ce souci d'universalité en toutes, et donc aussi cet intérêt marqué pour un droit universel. Ainsi faut-il mentionner l'influence dès l'origine de l'humanisme juridique de Guillaume Budet et de son projet d'un droit commun du bon gouvernement, projet dont l'écho résonne, je l'espère encore, dans celui de la chaire que nous inaugurons. Il est possible d'identifier 3 temps du droit international au Collège de France, du XVIIIe siècle à nos jours,
3 temps qui sont aussi ceux du droit international en général. Celui du droit des gens, celui du droit international comparé, et enfin celui du droit mondial. L'arrivée du droit international en ces murs se fait en 1773 par l'établissement d'un enseignement dédié aux droits dits des gens, et donc des peuples, et la création d'une nouvelle chaire de droit naturel et des gens. Le collège est alors précurseur en France, où le droit des gens n'est pas encore étudié à l'université. C'est le moment où le droit naturel chrétien, devenu droit naturel laïque et rationnel, est opposé au droit dit volontaire ou conventionnel. On retrouve d'ailleurs la même opposition au droit des gens, d'où la juxtaposition des 2 termes dans le titre de la chaire. Par la réception dans la pensée scolastique, puis des Lumières, de l'épineuse distinction faite par les juristes romains entre ius civile, ius naturale et ius gentium, le droit des gens prend en effet, selon les auteurs et les périodes, des formes de droit plus ou moins naturelles ou volontaires. Malheureusement, le droit des gens s'efface vite au profit de l'étude du droit naturel, puis de la philosophie morale en général, dans les activités de la chaire. Et ce, dès le remplacement de son premier titulaire, Mathieu-Antoine Bouchot, et de son successeur, Pierre de Pastoret. C'est aussi le moment où, en Europe, le droit international est peu à peu saisi, comme le droit national, dans le tourbillon de l'utilitarisme et du positivisme juridique. Sa dimension normative propre se perd au profit d'une approche du droit comme fait purement social. C'est aussi à cette époque d'ailleurs que le droit international positif, en cours de codification, fait son entrée dans les enseignements universitaires français. En 1897, la chaire de droit naturel et des gens est remplacée par une chaire de psychologie expérimentale et comparée. Fort heureusement, un deuxième tournant de l'histoire du droit international au collège s'était déjà produit quelques années auparavant, avec la création d'une seconde chaire de droit en 1831, la chaire d'histoire générale et philosophique des législations comparées. Y sont élus d'abord Eugène Lorminier, puis rapidement Édouard Laboulet. Le collège, avec cette chaire, est à nouveau à l'avant-garde juridique en France, cette fois en accueillant une chaire de droit comparé. Le programme d'enseignement de la chaire aborde d'ailleurs à nouveau aussi le droit international, mais en se distinguant des approches en cours en cette deuxième partie du XIXe, puisque cette chaire compare les catégories communes aux différentes traditions juridiques. La chaire introduit donc avant l'heure le projet aujourd'hui si populaire du droit international comparé. À nouveau, toutefois, la dimension juridique de l'enseignement de cette nouvelle chaire s'étiole avec le temps. C'est en effet le moment où les lois des hommes perdent du terrain face aux lois des sciences, comme l'a si bien expliqué Alain Suppiot. Le droit international n'échappe pas à cette recherche de crédit scientifique. C'est d'ailleurs aussi l'époque où l'enseignement du droit comparé fait son entrée dans les universités. Sans surprise, la chaire d'histoire des législations comparées est remplacée, suite au décès de son dernier titulaire en 1919, par une chaire d'histoire des sciences. À la différence de la première rupture dans l'enseignement du droit, toutefois, aucune autre chaire de droit ne sera créée cette fois-ci. C'est le début d'une période de 60 ans de non-droit au collège. Le moment n'aurait toutefois pas pu être plus mal choisi, tant il est critique sur le plan international. Le premier conflit mondial vient de se terminer et le second se prépare. La période de l'entre-deux-guerres, puis celle de l'après-guerre, sont d'ailleurs des phases de grande transformation du droit international. C'est également une période charnière pour le droit international des institutions, qui m'occupe, comme en attestent les travaux de grands internationalistes français de l'époque, comme Paul Reuter, Suzanne Bastide ou Michel Virali. L'ordre institutionnel international qui s'est progressivement mis en place autour de l'État depuis le XVIIe siècle, et notamment au cours du XIXe siècle, est alors radicalement reconstruit. Non pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, pour citer la déclaration Schuman de 1950 qui s'exprimait à ce moment-là sur la construction des communautés européennes, mais en différentes étapes. Ce nouvel ordre est d'abord universalisé par l'extension de l'institution étatique à toutes les populations du monde, notamment par la décolonisation. Il garantit ensuite l'égalité de droits de ces États et contribue ainsi à poser l'égalité des personnes et des peuples sous leur juridiction. L'égalité de souveraineté des États est garantie formellement par la Charte des Nations Unies,
tandis que les personnes humaines et les peuples sont reconnus égaux en droit par les traités qu'on a depuis regroupés sous le titre analogue de Charte internationale des droits de l'homme. Ce nouvel ordre institutionnel international, universel et égalitaire d'après-guerre, trouve d'ailleurs sa meilleure expression dans le droit d'avoir des droits de l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon cette disposition, et je cite, « Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. » De nouvelles institutions vont très vite venir compléter ce nouvel ordre international des États. L'échec de la Société des Nations donne en effet naissance à l'Organisation des Nations Unies et de nombreuses autres organisations internationales sont mises en place dès les années 50. Comme on le sait, et j'y reviendrai, la construction de ces organisations, notamment universelles, comme les Nations Unies, demeure malheureusement inachevée, notamment quant au respect de l'égalité des individus et des peuples, une garantie pourtant au cœur de l'ordre institutionnel international fraîchement reconstruit. Et pourtant, ce n'est que beaucoup plus tard, en 1979, qu'arrive le troisième tournant du droit international au Collège. Une nouvelle chaire de droit est alors inaugurée et confiée à René Jean Dupuy, avec pour tout titre, et très sobrement, le droit international. Pour la troisième fois, le Collège est précurseur en la matière. Ce troisième temps du droit international au Collège correspond en effet à l'idée désormais entretenue par les juristes d'un droit non plus seulement international pour interétatique, mais aussi supranational. Le droit d'une communauté mondiale ou de ce que son titulaire désignait de cité terrestre. Ce qui distingue le travail de René Jean Dupuy de celui de ses contemporains français de l'époque ne relève toutefois pas d'une pensée de système à laquelle il résiste, mais bien de la méthode unique et originale de dialectique ouverte qu'il y développe. Après une dizaine d'années de latence, ce travail de conceptualisation d'un droit désormais mondial sera poursuivi par les deux grands juristes élus au Collège au tournant du millénaire, Mireille Delmas-Marty et Alain Supiot. Partant tous deux d'un domaine du droit national, pénal pour l'une et social pour l'autre, en prise avec l'internationalisation, l'une et l'autre pressentent les dangers que comporte le projet d'un droit international commun uniforme. En réponse, le programme de recherche mis en place par Mireille Delmas-Marty dès 2003, dans le cadre de la chaire Droit comparé et internationalisation du droit, propose de cultiver un pluralisme juridique ordonné, renouant ainsi avec la tradition du droit international comparé du Collège. Dès 2012, Alain Supiot, quant à lui, sur la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, se met en quête d'un droit qui puisse être le droit d'un mundus, c'est-à-dire d'un univers qui soit habitable par toutes et celles qui y travaillent et qui le travaillent. La chaire que l'Assemblée des professeurs a décidé de me confier arbore à nouveau le droit international en son titre. C'est intitulé « Qu'on vit tous les temps » qui ont marqué l'histoire de l'enseignement du droit international au Collège et que je viens de vous rappeler, mais aussi tous les temps du droit international. Celui du droit naturel religieux, celui du droit des gens, celui du droit international comparé et celui du droit mondial. À l'heure où tous les regards se tournent vers l'avenir du droit international, et nous y viendrons, une meilleure conscience de l'histoire de ce droit permet en effet de cultiver un sens élargi des possibles. Ainsi, les origines du droit international dans le droit naturel religieux doivent nous rappeler les rapports encore étroits qui subsistent entre droit et foi religieuse dans d'autres cultures juridiques que celle qui est devenue le moule du droit international, la nôtre. Il est important aussi de se souvenir de l'opposition factice entre droit naturel et droit volontaire, dont le droit des gens a longtemps souffert, et de contrer ainsi certaines formes contemporaines de positivisme juridique international. Il faut en outre garder en mémoire le rôle central que peut jouer la comparaison au sein du raisonnement juridique international. C'est là que se trouve la clé de la légitimité d'un droit international
qui puisse prétendre à l'universalité sans être uniforme. Enfin, souvenons-nous de penser le droit international non pas comme un droit global qui surgirait de nulle part comme le droit des seuls États, mais bien comme un droit mondial, celui des gens représentés par ces États, et qui, pour citer Hannah Arendt, habitent cette terre et forment un monde entre eux. Si elle s'insère dans la continuité d'un enseignement désormais pluriséculaire du droit international au Collège de France, cette chaire précise aussi toutefois son programme. Et ce, tout de suite, dans son intitulé, puisque son intitulé est « Droit international des institutions ». Ce faisant, elle espère lui insuffler une nouvelle direction. Comme l'a rappelé Philippe Descola dans sa leçon inaugurale, l'étude comparée des institutions humaines est une préoccupation ancienne au Collège. Elle a été, je l'ai dit tout à l'heure, au droit des gens d'abord, mais aussi plus récemment en anthropologie sociale. La chaire inaugurée ce soir renoue avec le traitement normatif et comparatif des institutions cultivées par ces premiers juristes du Collège, puis tous ces anthropologues. Mais en se consacrant, pour la première fois, aux institutions aujourd'hui communes à tous les individus et peuples de ce monde, celles du droit international. En plaçant l'accent à la fois sur le droit international qui régit les institutions et à l'inverse sur le droit international qui émane de ces institutions, l'intitulé de la chaire permet de déplacer l'intention du droit vers les institutions, puis de revenir en droit, embrassant ainsi leurs relations de façon dynamique. Ce faisant, l'ambition est de mettre en lumière le lien intime qui existe entre droit international et institutions, un lien désormais trop souvent négligé. Beaucoup de juristes internationalistes, peut-être sous l'influence d'une conception judiciaire du droit, ne se concentrent en effet plus aujourd'hui que sur le droit international. Ils considèrent les institutions comme un fait social normativement inerte, ou pire, comme une pure création du droit. À l'inverse, et même si cette surinstitution est plus rare que la désinstitution en droit international, qu'en sciences politiques ou en relations internationales, on aurait tort d'envisager les institutions internationales sans le droit qui les régit, littéralement la rule of law, et de réduire le droit international à un simple instrument au service d'acteurs institutionnels, voire à un produit de leur activité. Travailler ce lien entre droit et institution permet non seulement de rappeler la dimension normante et juste générative des institutions, mais aussi, à l'inverse, la dimension d'organisation sociale structurée et durable, et donc la force instituante du droit. C'est d'ailleurs de cette complémentarité ou équilibre par opposition à une identité entre droit et institution dans l'organisation sociale et politique que naît un ordre, tant juridique qu'institutionnel, au sens où l'ont expliqué, quoique de manière différente, Maurice Oriou et Santi Romano. Cet ordre est bien davantage, même s'il y a un lien, qu'un simple système de normes juridiques, ou pire, qu'un ordre coercitif de médiation du pouvoir. Le terme Stato du prince de Machiavel, auquel on a souvent fait remonter l'origine du terme d'État, et celle du couple moderne que forment l'institution étatique et le droit, reflète d'ailleurs bien le caractère à la fois ordonnant et ordonné, ordo ordinans, de l'institution juridique. Il signifie littéralement le maintien de l'État. L'objectif de cette chaire est de réexaminer le lien qui lie le droit aux institutions, du moins depuis l'ère moderne et avant tout dans la pensée politique occidentale de l'État de droit. Il s'agit en effet de le mettre à l'épreuve, d'une part de l'universalité du droit international contemporain, et donc des autres modes de pensée politique que ceux de l'Occident, et d'autre part de la possibilité d'un droit et d'institutions non exclusivement étatiques. Je proposerai en particulier d'envisager le rapport entre droit international et institutions, avant tout comme un lien de représentation politique, et par conséquent sous l'angle de la légitimité démocratique de l'ordre international. Plus concrètement, la chaire a pour projet l'analyse critique de l'ordre institutionnel international dans son ensemble. Son intitulé se réfère en effet aux institutions internationales au pluriel, et non pas uniquement à la première institution du droit international moderne, qu'est l'État.
Il ne s'agit pas cependant non plus, même si c'est un travers fréquent, de n'envisager que le droit des organisations internationales, comme si elles étaient les seules institutions du droit international. Le projet est bien plutôt d'embrasser toutes les institutions qui adoptent et sont régies par le droit international en retour, à commencer par l'État et les organisations, bien sûr, mais de manière à inclure aussi les villes, les régions, les entreprises multinationales, les organisations non gouvernementales ou encore les institutions politiques non territoriales qu'on n'a pas encore très bien qualifiées. La diversité de ces institutions de droit international fait partie intégrante du défi conceptuel et normatif à relever, comme d'ailleurs et pour l'heure celui de leur continuité avec l'État et les peuples institués en État. Ce n'est en effet que sur la base de liens juridiques entre les États et donc entre les peuples qu'ils instituent, mais aussi entre ces États-peuples et les autres institutions par lesquelles ils se réinstituent ensuite, qu'on peut véritablement envisager un ordre institutionnel. S'il y a une institution qui doit occuper celles et ceux qui travaillent sur l'ordre institutionnel international en Europe, c'est bien l'Union européenne. Ces caractéristiques institutionnelles d'un troisième type, et il n'y a pas ici de mauvaise blague, ni étatiques ni strictement organisationnelles, son projet politique propre, et notamment de constitution, de citoyenneté et de légitimité démocratique, et surtout sa prétendue autonomie face au droit international, n'ont cessé d'intriguer les juristes tant européanistes qu'internationalistes. Au vu de la crise existentielle que l'Union européenne traverse et des différents appels à refonder l'Europe, mais aussi du rôle croissant des organisations régionales en droit international en général, je me réjouis que cette chaire puisse contribuer à faire entrer l'étude de l'Union européenne et de ses relations extérieures ou internationales en tant qu'institution de droit international au Collège de France. Lorsque l'abbé Jean-Jacques Garnier a œuvré à la création de la chaire de droit des gens en 1773, il était animé par un souci d'utilité publique. Dans un même esprit, j'aimerais signaler l'urgence pratique qu'il y a à se préoccuper de l'avenir de l'ordre institutionnel international. Le faire à un moment de l'histoire des relations internationales où la forme étatique, et dès lors celle du droit occidental, ont été étendues au reste du monde par le droit international, avec un succès plutôt mitigé, et où même en Occident la forme étatique est contestée en soi et par d'autres institutions. Le faire, c'est aussi en effet se confronter à l'état du droit international, pour reprendre le sens premier de Stato, et plus exactement à l'instabilité de ce droit sur le plan universel. C'est afin d'anticiper le désordre qui suit la désinstitution du droit international, et forte du lien entre désordre et violence qui a été fait par mes deux prédécesseurs dans leurs leçons inaugurales respectives, que je propose d'aborder directement la question de la réforme et donc de la reconstruction de l'ordre institutionnel international. Je mesure bien entendu l'ampleur de la tâche. Comme tous les titulaires des chaires de droit au Collège de France depuis Eugène Lerminier, je ne faillirai pas à la tradition de rappeler les devoirs politiques de ce dernier et les risques que comporte l'engagement pratique d'une professeure de droit. Lors des moments d'intimité intellectuelle mémorables que sont les visites qui précèdent l'élection dans cette institution, certains d'entre vous se sont d'ailleurs étonnés qu'une juriste puisse avoir le projet de critiquer, puis de réformer le droit. Et pourtant, c'est ainsi que le droit tourne et que les juristes travaillent. Ils construisent et reconstruisent sans cesse. Les juristes internationalistes ont certes été plus timides à cet égard, et c'est bien le problème, mais même s'il existe, je dois le dire, des exceptions notables, à l'instar des belles propositions de réforme des Nations Unies développées par Monique Chemillé-Gendreau. Si j'ai pu trouver le courage et l'inspiration de développer ce projet, je le dois à de nombreuses personnes auxquelles j'aimerais ce soir rendre hommage. Des maîtres, tout d'abord, il m'en aura fallu beaucoup, pour me guider dans les méandres sinueux de l'étude de l'égalité juridique, puis morale et enfin politique. J'aimerais remercier tout particulièrement ce soir Pierre Tercier, Jörg Paul Müller,
Joseph Raz, Christopher McCradden et Jeremy Waldron. Rien n'aurait été possible toutefois dans l'exploration des conditions de la légitimité du droit international et européen sans mes frères et sœurs de science, et notamment sans José Luis Martí, John Tessoulas, Nicolas Levrat, Pierre Dargent et Jean d'Aspremont. C'est toutefois à l'assistance inestimable de nombreux doctorants et postdoctorants appartenant à une nouvelle génération passionnée de juristes internationalistes et européanistes que je dois d'avoir pu poursuivre mon périple sans heurts. Ils ne peuvent pas tous être nommés ici, mais se reconnaîtront dans cette expression de ma reconnaissance. Enfin, si j'ai pu aborder ce rivage, chers et chers collègues, je le dois à certains d'entre vous en particulier. Je ne pourrais toutes et tous les nommer, et je ne saurais trop remercier Thomas Romer d'avoir accepté de me présenter, peut-être parce que le droit, comme la religion, c'est ce qui relie. Toute ma gratitude va aussi à Alain Suppiot, qui a eu l'initiative d'une deuxième chaire de droit. J'ai croisé tardivement sa route, mais Alain Suppiot aurait été bien davantage qu'un prédécesseur en ces lieux. Des marais salants de Guérande à ceux du Gujarat, il m'aura en effet initié au regard perçant et fait voir ce que je ne voyais pas. Mais quel est, plus précisément, l'état de l'ordre institutionnel international? Pourquoi sa reconstruction s'avère-t-elle si difficile? Et surtout, comment devrait-elle procéder exactement? Comme je l'ai indiqué, les relations internationales se caractérisent de nos jours par l'activité aux côtés des États, mais aussi parfois à leur place, de nombreuses autres institutions publiques et privées, dont le lien aux États et à leur population est encore profondément à déterminer. Ces institutions sont diverses en nature et variées en pouvoir. Elles agissent la plupart du temps sans rapport clair entre elles et souvent en dehors de toute inscription territoriale, voire indépendamment d'un lien personnel aux individus dont elles guident pourtant la conduite. Enfin, leur densité et leur influence normative sont inégales selon les domaines d'activité et les régions du monde. Face à cette complexité institutionnelle, l'on chercherait en vain les principes fondamentaux d'un droit international des institutions. C'est pourtant bien un tel droit qui devrait nous permettre de répondre aux trois questions essentielles d'organisation sociale et politique, qui sont les suivantes. Qui peut agir pour qui sur le plan international? À quelles conditions ces actions peuvent-elles prétendre liées juridiquement et avoir la légitimité de le faire? Et enfin, qui doit ensuite répondre envers qui et comment de la violation du droit international? Il convient dès lors, et avant toute chose, de nous interroger sur l'état du droit international des institutions. Derrière ce titre en apparence technique se cache en fait une tension redoutable, celle d'un droit juridique établi dès l'origine par et pour les États. On qualifie parfois cette relation entre l'État et le droit international d'immédiate, dans la mesure où il n'y aurait pas de droit international sans État, ni d'État sans droit international. Cette immédiateté explique pourquoi la question institutionnelle est rarement abordée ouvertement par les juristes du droit international. Elle rend en effet l'idée d'un droit international des institutions, selon la perspective que l'on adopte, soit tautologique, soit révolutionnaire. Certes, un semblant de droit international de l'État a pu se développer avec le temps. Ce droit n'a cependant jamais complètement endossé le rôle instituant qui lui revient. Quant à ce qu'on appelle aujourd'hui déjà le droit international des institutions, il a trop souvent été limité au droit des organisations internationales. Il ne régit pas non plus encore toutes les autres institutions publiques et privées qui pourtant, je l'ai dit, organisent déjà la vie des gens. Arrêtons-nous premièrement sur le droit international de l'État. Durant longtemps, l'ordre juridique international a été abordé, suivant en cela la conception libérale des XVIIe et XVIIIe siècles, comme un réseau contractuel liant les États les uns aux autres et les considérant comme des individus. Nul besoin dans ce contexte, et contrairement à ce qui vaut en droit national de l'organisation publique, d'un droit international de l'État. Avec la colonisation et sa mission civilisatrice dès la fin du XIXe siècle, toutefois, et surtout la décolonisation et sa promesse de développement au XXe siècle,
la forme étatique occidentale a été exportée vers d'autres régions du monde. Et c'est dans ce contexte d'exportation que le droit international de l'État s'est développé afin de contribuer à l'universalisation de la forme institutionnelle étatique. Dès le début du XXe siècle, ce droit s'est en effet tout d'abord imposé comme un moyen de définir de nouveaux États, à l'image des États occidentaux, comme un décalque des institutions européennes, dira le juge Forster dans l'affaire du Sahara occidental en 1975. Ce n'est qu'un peu plus tard, toutefois, et dès les années 60, que le droit international de l'État s'est étoffé en lien avec l'établissement de différentes organisations internationales. Il est alors devenu le droit de la délimitation de la personnalité juridique de l'État par rapport à celle de ces nouvelles organisations. De nos jours, ces deux rôles du droit international de l'État sont intimement liés. En effet, les organisations internationales sont souvent appelées à modeler les caractéristiques de leurs États membres, notamment par le biais de la jurisprudence des tribunaux internationaux, étant elles-mêmes conçues par référence à un modèle étatique weberien et plus largement fonctionnaliste de la fin du XIXe siècle, elles ont toutefois contribué à consolider ce modèle en retour par leur interprétation du droit international de l'État, créant ainsi un circuit vicieux d'interprétation fermée. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que le droit international de l'État se soit peu à peu figé, dès la deuxième partie du XXe siècle, en une science de l'État, en un ensemble de recettes technopratiques pour la bonne gestion des États. En fait, et de manière générale, les juristes internationalistes peinent à aborder aujourd'hui l'État comme une institution politique. Sous l'influence de la théorie post-utilitariste des relations internationales, la plupart d'entre eux ont en effet renié le caractère fictionnel de l'État, oublié l'origine populaire de sa souveraineté et écrasé la relation triangulaire liant l'État au gouverné d'une part et au gouvernant d'autre part. Le droit international contemporain ne considère plus l'État que comme une entité gouvernementale, souveraine pour et en elle-même, et a fortiori comme la seule institution souveraine concevable. En somme, et pour reprendre les termes de l'alternative entre tautologie et révolution mentionnés précédemment, le droit international de l'État ne joue pas encore le rôle révolutionnaire qui pourrait être le sien en tant que premier pan d'un droit international des institutions. Et pourtant, comme je l'ai expliqué, l'institution étatique a clairement été internationalisée par l'ordre international que les États ont contribué à mettre en place, puis ont reconstruit au XXe siècle pour s'instituer eux-mêmes et leur population universellement et de manière égale les uns aux autres. Cette première institutionnalisation internationale de l'État n'aura probablement été que trop partielle pour réussir. Trop partielle parce que trop axée sur les droits des individus. D'ailleurs, si la majorité des États au monde sont aujourd'hui considérés comme des États faillis, ou plus poliment fragiles, par les divers index en cours, c'est donc bien plutôt que le droit international lui-même a failli dans l'institution des peuples de ces États. Qu'en est-il alors, deuxièmement, du droit des organisations internationales ? Désormais, la discussion institutionnelle, en effet, en droit international, lorsqu'elle a lieu, semble se tenir en droit des organisations internationales. Il est même d'usage de se référer à ce droit en tant que droit international des institutions, comme si ce que l'on nomme l'institutionnalisation des relations internationales n'était que de leur fait. De manière révélatrice toutefois, le débat y porte exclusivement sur le droit institutionnel interne aux organisations et donc sur les relations fonctionnelles entre leurs organes et entre ces organes et leurs États membres. Il n'y est que rarement fait mention des liens de ces organisations aux populations que leurs États membres ont instituées et encore moins à la réinstitution de ces populations qu'entraîne l'appartenance de ces États à ces organisations. Sans parler bien entendu du silence qui règne sur l'institutionnalisation par ce biais des rapports entre ces populations et États membres et d'autres populations extérieures à l'organisation. Les questions institutionnelles qui ne sont pas réglées par le droit des organisations internationales sont dès lors habituellement traitées soit par le biais d'analogies rarement justifiées avec le droit international des États, dont nous avons vu qu'ils sont eux-mêmes désormais organisés à l'image des organisations qu'ils ont constituées, soit par le biais de solutions ad hoc propres au droit interne de chaque organisation. À maints égards,
il y a en fait encore autant de droits des organisations internationales que d'organisations au pluriel. Et cette pluralité organisationnelle est bien la preuve de l'incapacité du droit international, en l'état, à régir ces organisations en termes institutionnels. Que dire finalement du traitement des autres institutions en droit international ? Les autres entités collectives, publiques, actives sur le plan international, comme les villes ou les régions, mais surtout privées, à l'instar des entreprises multinationales ou des organisations non gouvernementales, n'ont pas encore fait l'objet d'une discussion institutionnelle approfondie en droit international. Sans surprise, dès lors, leur traitement institutionnel procède, encore une fois, par éparpillement. Au lieu de construire une continuité institutionnelle entre elles et les États qui instituent les individus et peuples concernés, il est le plus souvent fait usage d'analogies non étayées, tantôt avec les États, tantôt avec les organisations internationales, comme le confirment les adjectifs quasi-étatiques ou quasi-intergouvernementales dont elles sont affublées. Ces analogies bien trop rapides ont non seulement précipité l'emprise de ces nouvelles institutions privées sur les modes d'adoption du droit international, elles ont aussi en retour influencé l'organisation interne des États et des organisations internationales sur un modèle entrepreneurial notamment. Alors même que ces différentes entités sociales, vous en conviendrez, organisent déjà de manière structurée et durable la vie des gens de ce monde, y compris juridiquement, et peuvent dès lors être considérées comme des institutions, leur organisation n'est donc pas encore, ou que très peu, régie par le droit international. Du fait de leur champ d'activité transnational, elles échappent en outre, malheureusement, aussi au droit national des institutions. La plupart du temps, ces institutions, surtout lorsqu'elles sont privées, sont alors, faute de mieux, traitées comme des individus, menant tristement à la dilution de la protection spécifique, pourtant déjà fort mince, de ces mêmes individus en droit international. Au vu de l'état dans lequel se trouve le droit international des institutions, pourquoi la reconstruction tarde-t-elle ? La difficulté principale tient, je pense, à ce que les institutions du droit international sont rarement identifiées comme telles. La terminologie est révélatrice à cet égard. On parle plus volontiers de sujets, d'acteurs ou encore de participants que d'institutions. Les termes du débat demeurent donc ceux de la conception libérale qui concevait le droit international comme un vaste réseau contractuel et de son héritière en matière de relations internationales, la théorie économique de l'agence. À la différence que les acteurs internationaux sont désormais de plusieurs types et que les États ne sont plus seuls sur cet échiquier. Pire, ce sont parfois les individus eux-mêmes qui, considérés à leur tour comme des acteurs internationaux, sont mis sur un même plan que les États et les autres institutions internationales. Au lieu d'une discussion institutionnelle, se tient alors un curieux débat sur la véritable ou non personnalité juridique internationale des uns et des autres. Pour le reste, la discussion institutionnelle s'est surtout caractérisée par une fuite en avant. Depuis la fin de la guerre froide, il est en effet de bon ton de critiquer l'État. Et ce que ce soit dans un premier temps pour les excès de la Seconde Guerre mondiale, puis plus tard en raison de ce qu'on a appelé les désavantages comparatifs de l'État par rapport à d'autres institutions comme le marché ou encore la société civile, même si cette dernière comparaison peut paraître ironique étant donné la co-originarité et la complémentarité des concepts de société civile et d'État. Cédant ainsi aux sirènes du dépassement, on a très vite annoncé la mort de l'État. En lieu et place, on a décrété une nouvelle forme de gouvernance, transnationale ou globale, pour ne pas dire internationale et donc ramener l'État en creux. Cet ordre juridique, si c'en est encore un, post-national, se situerait au-delà de l'État, beyond the state, sans que l'on sache bien, sur le plan institutionnel, si cet au-delà désigne le remplacement de l'État, la concurrence institutionnelle entre l'État et d'autres institutions internationales, ou encore un super-État. Si l'on souhaite réorienter le débat institutionnel international, il faut donc, pour un temps du moins, revenir de l'au-delà de l'État. Pour bien évaluer l'état de l'État, il est important d'envisager et surtout de distinguer entre trois types de défis potentiels. Premièrement, des défis matériels,
Par exemple, l'accroissement des problèmes de coordination liés aux intérêts communs de l'humanité et qui dépassent, il est vrai, le champ d'action des seuls États, comme la protection de la santé ou encore de l'environnement ou l'encadrement de l'Internet. Deuxièmement, des défis conceptuels, par exemple la division croissante de la souveraineté, la dissociation progressive de l'autorité de la souveraineté, voire du pouvoir de l'autorité, ou encore la perte de pertinence du territoire pour la juridiction. Et troisièmement, des défis normatifs, par exemple la remise en cause de l'égalité individuelle et plus généralement du lien sociopolitique. Mais c'est seulement une fois le défi clarifié dans sa nature et sa force confirmée qu'il sera possible de déterminer s'il convient de conclure à la fin du concept d'État, devenu inutilisable tant il est pétri de contradictions, plutôt qu'à sa simple transformation ou à un changement de paradigme et donc de conception. Prendre au sérieux la question institutionnelle en droit international ne revient pas cependant à prôner le statu quo. Il ne s'agit pas non plus d'espérer le retour de l'État, qu'il soit national ou mondial d'ailleurs. Dans le long récit des institutions humaines, l'État a non seulement une histoire récente, mais surtout changeante. Et pour citer Michel Foucault, l'État n'aura peut-être été qu'une péripétie de la gouvernementalité. Penser le droit international des institutions, c'est donc d'abord repenser l'État dans l'ordre institutionnel international. En dehors d'une bonne compréhension de ce qu'a été, et dans une certaine mesure est encore l'État en droit international, il sera difficile de réformer l'ordre existant sans mettre en péril ses acquis. En effet, l'ordre international des États avec l'autorité générale, exclusive et ultime que le droit international reconnaît à chacun d'eux, de dire le droit, est aujourd'hui le garant de la paix et de la sécurité physique, tant sur le plan national qu'international. Il est aussi le garant de l'égalité juridique et formelle, du moins, entre États. Et par extension, et on ne s'en rend pas compte, même si la transitivité entre États et individus n'est pas parfaite, il est le garant de l'égalité entre individus, où qu'ils vivent dans le monde. Même si elle n'a pas encore été pleinement mise en œuvre, cette garantie universelle de sécurité et d'égalité qu'assure l'ordre international des États depuis 1945 demeure sans précédent dans l'histoire des institutions humaines, sans parler du rôle de l'État en tant qu'institution publique de référence pour l'institution des autres institutions, tant de droit national que de droit international, et tant public que privé. Dans ces conditions, il n'est pas si surprenant que repenser l'État soit si délicat. Il faut se souvenir toutefois que la théorie de l'État a elle aussi vu le jour dans un foisonnement de vestiges institutionnels, en l'occurrence médiévaux puis impériaux. Aujourd'hui, il s'agit de nous extraire de deux postures. D'une part, de ce qu'on peut appeler l'étatisme méthodologique et du schéma d'autoréférentialité de l'État dans la tradition juridique moderne en général, et d'autre part, de l'universalisme ordinaire qui caractérise la conception occidentale de l'État et de la relation droit-État, d'abord universalisée par mission civilisatrice et devenue dès le XXe siècle celle du droit international. Trouver ce chemin ne sera pas aisé. Il faudra notamment échapper à l'opposition entre impérialisme et relativisme, dans laquelle ce type de critique du droit international finit souvent par s'enliser. Cela passera notamment, et l'administrateur l'a dit tout à l'heure, par un travail de droit comparé, embrassant différents concepts du droit international des institutions, à commencer d'ailleurs par celui d'État, dont la traduction dans les multiples langues du droit international réserve de nombreuses surprises, mais aussi d'autres formes de gouvernementalité dans le monde. Sur un plan procédural, il s'agira toutefois de développer ce nouveau droit institutionnel commun en veillant à respecter l'égalité politique, y compris épistémique, des individus et des peuples, qui est garantie par l'ordre international en vigueur. Par exemple, en concertant davantage les diverses régions au sein desquelles les identités et solidarités civilisationnelles se cristallisent. La critique du débat institutionnel international ainsi posé, l'état du droit international des institutions ainsi exposé, comment faudrait-il envisager la réforme du droit international des institutions ? L'avenir de l'ordre international est un enjeu qui, dans un monde globalisé, nous le savons, scelle notre destin commun. Et son état devrait donc nous inciter à la réforme et à l'innovation institutionnelle.
C'est le projet de cette chaire que d'accompagner ce travail en droit international. À cette fin, et plus concrètement, mon programme d'enseignement et de recherche sera organisé autour de 3 axes: représentation, réglementation et responsabilité internationale. La première question à laquelle doit pouvoir répondre le droit international et les institutions aujourd'hui est celle de la représentation. Pour mémoire, il s'agit de déterminer qui peut agir pour qui sur le plan international. Assurer un contrôle ultime et égal des individus sur les procédures d'adoption du droit international par les États doit permettre de leur accorder la qualité à la fois de sujet et d'auteur de ce droit. La clarification des liens de représentation internationale entre les individus et les États conditionnera ensuite l'organisation des relations entre ces États et toute autre institution internationale, publique ou privée, par laquelle cette population est réinstituée. Ces relations institutionnelles doivent en effet être abordées dans la continuité du premier lien de représentation politique, et ce sans que pluralité institutionnelle n'implique ensuite nécessairement égalité entre institutions elles-mêmes, comme on a pu malheureusement le lire au sujet de l'égalité entre organisations internationales et États. Les principes de contrôle et d'égalité sont constitutifs de la légitimité démocratique. Ils sont d'ailleurs protégés par le droit international. Même s'ils s'appliquent, il est vrai, avant tout sur le plan national, rien ne justifie d'exempter le droit international lui-même de l'exigence de légitimité démocratique envers les individus sujets de ce droit, directement, mais aussi indirectement, au travers de leur État, sans bien sûr devoir nécessairement envisager la démocratie internationale sur un modèle cosmopolitique. En fait, soigner ce lien de représentation internationale nous permettra de sortir de l'impasse post-démocratique, de l'au-delà de l'État, mentionné précédemment. C'est l'antidote le plus sûr au sentiment de dépossession politique que beaucoup nourrissent désormais face au droit international et au populisme que ce sentiment engendre, y compris dans mon pays. Comme indiqué précédemment, cependant, le droit international contemporain aborde l'État avant tout comme un agent individuel et l'assimile à son gouvernement. Ce faisant, il élude le rapport de représentation qui lie le gouvernement au gouverné et l'en sépare à la fois. Tout au plus, le rapport de l'État à sa population est-il aujourd'hui conçu en droit international comme un rapport de service, par exemple de protection des droits de l'homme. Il est aussi souvent réduit à un lien juridique et vertical qu'on appelle la nationalité, dénué de toute dimension politique et horizontale, d'appartenance collective et déconnecté dès lors de la citoyenneté. Sans lien clair entre la souveraineté de l'État et la souveraineté populaire dont il tire son droit, le lien originel entre souveraineté et autorité dans la conception moderne de l'État est devenu illisible en droit international. On comprend par conséquent pourquoi il a été si facile, hors de tout sens d'un lien de représentation et donc de contrôle effectif par les populations sur ses représentants, pour d'autres institutions internationales non élues, tant publiques que privées d'ailleurs, de se voir déléguer ou transférer des parcelles d'autorité sous couvert de fonctions ou de compétences transitives de la part des États, et pour ces derniers de devenir des pouvoirs exécutants sans autorité résiduelle dans certains domaines. Ce premier axe des travaux de la chaire aura donc pour objectif de développer une théorie de la représentation démocratique internationale. Il s'agira d'explorer les possibilités d'une représentation multiple, mais systémique, et surtout continue des mêmes communautés politiques par différentes institutions internationales en parallèle. Il conviendra d'examiner comment organiser cette représentation politique, aussi par le biais d'institutions privées, comme les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, qui relèvent aujourd'hui de ce qu'on désigne encore de manière trop lâche et résolument non institutionnelle de société civile internationale. À cette occasion, l'articulation entre la représentation politique publique prioritaire et la représentation privée devra d'ailleurs, elle aussi, être soigneusement organisée en droit international. C'est à la lumière de ce lien de représentation qu'un deuxième axe des travaux de la chaire proposera d'aborder la question de la réglementation internationale. Il est commun, en effet, en droit international contemporain, de déplorer la crise des sources ou procédures d'adoption de ce droit, et notamment de les critiquer d'une part pour leur manque d'inclusion des acteurs non étatiques,
ou d'autre part, et c'est lié, pour l'exclusion trop formaliste d'autres types de normativité plus souples ou plus douces. Sans surprise, la première critique est liée à une mécompréhension de l'institution de l'État, mais aussi des autres institutions internationales qui adoptent le droit international. Elle ne visage en effet les procédures d'adoption du droit international que sous l'angle de ses participants, négligeant ainsi le rôle de représentation des institutions qui y participent, et ce aussi bien en tant qu'auteurs que sujets du droit international. Quant à la difficulté que beaucoup ont à distinguer entre les formes de normativité à l'œuvre sur le plan international, elle trouve elle aussi son origine dans la désinstitution du droit international. Cette désinstitution rend en effet très difficile la distinction entre une norme adoptée par un représentant institutionnel comme l'État ou une autre organisation internationale et un engagement de bonne foi adopté par une personne à titre privé. Il s'agira donc d'examiner si et comment la distinction entre le public et le privé trouve à s'appliquer à l'ordre institutionnel international et notamment aux organisations internationales. Nous interrogerons notamment l'universalité de cette distinction et celle du binôme État-société civile et la dépendance de cette distinction et du binôme, ou non, du maintien de l'État comme institution publique première du droit international à l'avenir. Quant au troisième volet des travaux de la chaire, il visera la réforme du droit de la responsabilité internationale des États, des organisations internationales et des autres institutions publiques ou privées, et ce de manière à refléter tant leur nature institutionnelle propre que leur continuité dans l'articulation de la représentation multiple de celles et ceux dont elles forment l'ordre institutionnel international. Pour l'heure, en effet, le droit de la responsabilité internationale ne s'applique qu'à certaines institutions publiques, à l'exclusion des institutions privées. Il transpose pourtant à ces institutions publiques un modèle de responsabilité issu de différentes traditions occidentales du droit de la responsabilité privée. Enfin, en raison de nombreuses analogies infondées entre les États et les organisations internationales, il le fait sans prendre en compte les différences, mais aussi les relations institutionnelles complexes qui existent entre elles. Cet état de choses est d'autant plus regrettable que le droit de la responsabilité internationale peut contribuer de manière essentielle à l'organisation interne des institutions responsables en identifiant les organes dont les faits leur sont attribuables. Elle permet en outre de préciser les limitations de l'autorité de l'institution responsable et par là de définir le champ et le contenu de cette autorité. Ainsi, comme j'aurai l'occasion de l'expliquer dans mon premier cours ce printemps, spécifier la responsabilité internationale pour négligence des institutions internationales, pour violation de leur diligence due, peut nous aider à déterminer ce qui peut être raisonnablement attendu d'elles à l'avenir. C'est de cette manière qu'on peut espérer voir se consolider un jour, peut-être, un régime international de la bonne gouvernementalité par opposition à la bonne gouvernance, un régime qui puisse constituer le cœur d'un droit international véritablement public. J'ai ouvert cette leçon ce soir en me référant au traité de paix perpétuelle de 1516, ce traité de Fribourg. Alors que ce traité a jeté les premières pierres de l'ordre institutionnel européen, c'est surtout de la bataille qui l'a précédé, cette bataille de Marignan, dont on se souvient. Il n'y a rien là que de très banal pour les juristes internationalistes. Voici par exemple ce qu'écrivait en 1869 Édouard Laboulet, titulaire de la chaire d'histoire des législations comparées au Collège de France, dans sa préface à la traduction de l'ouvrage « Droit international codifié » de son ami, l'internationaliste suisse, Johann Caspar Blunschli. Je cite : « La politique et le droit n'ont pas ce privilège d'immortalité qui n'appartient qu'à la poésie. Une fois trouvée à grand-peine, la vérité tombe aussitôt dans le domaine public. Le commun des hommes s'imagine aisément qu'il a découvert ce qu'il comprend. Plus le service est grand, plus la lumière est éclatante, et moins on s'inquiète du bienfaiteur, hormis quelques savants pieux qui ont le culte du souvenir. Cette chaire de droit international des institutions n'a pas vocation à être la chaire du souvenir.
mais au moins pourra-t-elle servir à tromper l'oubli. Si la paix entre la France et la Suisse a pu durer quelques siècles, près de 2 siècles, c'est bien parce que le droit international a permis de la garantir. Il est important de le souligner à l'heure où d'autres constructions institutionnelles du droit international, qui ont suivi 2 autres guerres plus récentes, comme l'Union européenne ou les Nations unies, montrent des signes de faiblesse. Si les crises climatiques, migratoires, sanitaires, économiques et sécuritaires mondiales récentes ont révélé combien l'ordre juridique et institutionnel international était affaibli, peut-être auront-elles au moins eu le mérite d'en rappeler l'importance aux habitants de ce monde et la nécessité urgente de les reconstruire. Puisque le droit international n'a pas le privilège d'immortalité qui appartient à la poésie, que le poète de ces lieux ait le dernier mot. Souvenons-nous, avec cet autre constructeur qu'était Paul Valéry, que le droit est l'intermède des forces. Merci de votre attention.